C'est bien de le reconnaître. Ouais, il faut le savoir reconnaître. C'est un peu une confession. Bonjour et bienvenue dans les entretiens de Diane de Poitiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un homme dont le parcours dit beaucoup de notre République, de ses rouages, de ses vertus, mais aussi de ses doutes. Magistrat de formation, il a prêté serment au nom de la justice avant d'en explorer les coulisses les plus sensibles. Tour à tour, procureur, conseiller et acteur discret mais essentiel au sein de plusieurs cabinets ministériels, il connaît les arcanes du pouvoir autant que les textes de loi. Aujourd'hui, il dirige une institution essentielle à notre démocratie et pourtant méconnue du grand public, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Sa mission est capitale, veiller à ce que la force publique reste fidèle à sa promesse, celle de protéger sans jamais abuser. Il veille avec exigence et humanité à cet équilibre fragile entre liberté et autorité. Mais derrière la rigueur du juriste, il y a un autre visage, celui d'un lecteur passionné, d'un homme pour qui la littérature est une respiration, peut-être un miroir à son exigence morale. C'est cet homme-là que nous allons découvrir aujourd'hui. Stéphane Ardouin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Merci à vous. Et de m'ouvrir les portes de l'IGPN à Paris. Vous êtes la bienvenue. Merci. Stéphane Ardouin, nous ne pouvons pas commencer cette émission sans rendre hommage à votre honorable père, l'humaniste Michel Ardouin, disparu le 15 juin dernier et qui fut professeur de droit, universitaire et avocat à Rennes, ancien bâtonnier aussi à Rennes. C'est à lui que vous dédiez votre réussite sommitale? À sommitale, je ne sais pas, mais il a beaucoup compté. Alors évidemment, pour chacun, un père, une mère, c'est important, mais il a eu une influence directe, décisive sur mes choix professionnels, à la fois pour lui ressembler, mais aussi pour être différent. Il était avocat, et peut-être que si je suis devenu magistrat, c'est pas par opposition, mais pour être dans l'univers qui était le sien, mais tracer aussi ma route. Et là, hélas, vous l'avez rappelé, il est parti récemment, mais nous avions des dialogues fréquents sur ce que l'on faisait, et parfois d'ailleurs il ne comprenait pas toujours certains de mes choix, au sens où quand j'ai quitté un peu les prétoires, la robe de procureur, pour aller dans des fonctions plus d'administration, parfois je le perdais un peu, si j'ose dire, parce que évidemment il connaissait peut-être moins cet aspect du parcours de magistrat. Mais oui, il a beaucoup compté. Et alors, je l'ai eu comme prof. À Rennes. J'ai eu cette particularité d'ailleurs d'avoir eu ma mère aussi comme prof. C'était prof d'histoire. Donc j'ai été doublement enseigné par mon père et par ma mère, donc ça marque un peu effectivement. Ça va être facile. Non, puis beaucoup de mes camarades qui l'ont eu aussi, et donc c'est vrai que c'était pas facile. J'avais pas le droit d'entrer dans l'amphi. Il me disait que je devais rester à l'entrée et ne pas me faire voir parce que ça le perturbait soi-disant. Et donc je me contentais de l'entendre de loin. Mais après j'avais la chance de pouvoir partager. La Bruyère disait que la chose la plus importante dans la vie est le choix d'un métier, mais le plus souvent le hasard en dispose. Là vous évoquez effectivement ce choix fait par rapport à votre père, mais si vous n'étiez pas devenu magistrat, vous auriez aimé faire quel autre métier? Si je remonte dans les souvenirs qui sont les miens, je crois que, alors évidemment tout petit, je me souviens, je voulais être pompier. Bon. Métier à vocation sans doute. Journaliste m'aurait tenté. Et vous auriez aimé être à ma place? Ouais. Et peut-être avec l'envie de voyager. Le côté grand reporter. Ouais, grand reporter. J'étais assez fasciné par les correspondants de guerre, par exemple, que je voyais à la télé. Donc oui, ça m'aurait plu. Mais un métier où on a quand même une liberté d'expression. Alors, évidemment, et dans les fonctions qui sont les miennes, justement, il y a une très forte réserve. Mais dans un parcours de magistrat, on peut quand même s'exprimer. Il y a une indépendance aussi, et même si c'est dans un cadre très clair et contraint, et peut-être que c'est cet aspect du métier de journaliste qui me tentait. Ouais. Je crois, Stéphane Ardouin, que vous avez amené une photo de vous plus jeune, c'est ça? Oui. C'était dans quel contexte? Oh, c'est un contexte
qui est le premier jour à l'École nationale de la magistrature. L'ENM. Ouais, l'ENM à Bordeaux. C'est un moment assez extraordinaire qu'on n'oublie pas et qui est probablement le moment fédérateur pour tous les magistrats parce qu'on a tous le même souvenir et je pense qu'on a tous la même photo. Et donc ce jour-là, Souriant. ouais, souriant, on démarre un parcours, un métier passionnant, on est intimidé, nos familles viennent, on prête serment. En général, il y a les plus hautes autorités qui viennent. Là, il y avait les chefs de la Cour de cassation, le premier président Truche, le ministre de la Justice aussi s'était déplacé. Donc c'est un moment d'intimité familiale, mais aussi de grande solennité. Et on prend des photos. Et donc cette photographie, elle est doublement émouvante pour moi parce que c'est ce jour-là, donc il y a ce souvenir, et mes parents d'ailleurs sont pas loin. Il y a mon frère aussi qui était venu. Et puis les visages, moi, alors, il y en a certains, je les ai un peu perdus de vue, mais enfin je les connais, je les suis. Il y en a d'autres, je travaille encore avec. Et donc ils se reconnaîtront sans doute s'ils regardent votre interview. Mais c'est un moment qui est très, je vais pas dire fondateur, mais très très important. Et je le dis, c'est je crois partagé par tous les magistrats de ce pays. Si vous croisez en sortant le jeune homme que vous étiez, oui. Il vous dira quoi? Ah. Alors, il me regardera peut-être avec une certaine interrogation par rapport à mon parcours, parce que vous y viendrez sans doute, je n'imaginais pas sans doute ce jour-là que je dirigerais un projet informatique, une école et même l'IGPN. Donc il y aurait sans doute une certaine surprise. J'essaierai de le rassurer en lui disant que dans chacun des postes, je suis resté magistrat et que le serment prêté ce jour-là, parce que c'est ce jour-là que l'on prête le premier serment en tout cas, me semble-t-il, a toujours été respecté. Bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop, en tout cas, d'avoir, je dirais, cherché à diversifier mon parcours au service de la justice. J'ai dit, effectivement, vous avez un parcours exceptionnel, Stéphane Ardouin. Vous avez fait le choix de passer de vos fonctions du parquet à des missions dans des cabinets ministériels. Je vais rappeler vos anciennes fonctions. Vous avez fait vos débuts comme substitut du procureur à Pontoise. Ensuite, vous êtes devenu magistrat à l'administration centrale, puis vice-procureur du pôle financier à Paris. Entre-temps, vous avez dirigé le projet Cassiopée. C'est ça. Après, donc vous avez dirigé l'école nationale des greffes à Dijon jusqu'en 2014. Et après cela, retour au parquet, donc le parquet de Compiègne durant 2 ans. Vous voilà à la direction des affaires criminelles et des grâces comme sous-directeur de la justice pénale. Ensuite, vous avez rejoint le cabinet de François Bayrou comme garde des Sceaux durant son bref passage à Place Vendôme. Et après, vous voilà secrétaire général du ministère de la Justice. Adjoint du ministère de la Justice. Et là, c'est rue Varennes que vous pas et vous devenez le conseiller justice du Premier ministre Jean Castex en 2022. Avant d'être nommé à la tête du parquet de Créteil, vous avez succédé à l'actuel procureur de Paris, Laure Bicot. Et là, changement de maison. C'est Place Beauvau, donc c'est le ministère de l'Intérieur, autant que patron de la police des polices depuis le 28 février 2025. Et vous avez l'avenir devant vous, bien sûr. Encore jeune. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a guidé jusqu'ici, Stéphane Ardouin? Ça, c'est la question piège. Alors d'abord, parcours exceptionnel, je dirais atypique, parce que y a beaucoup de parcours riches dans la magistrature, et le mien, en tout cas, est assez atypique sans doute, à la fois par l'alternance juridiction, administration centrale, mais même au sein, je dirais, des sujets d'administration dans des maisons un peu différentes. La direction des affaires criminelles et des grâces, la direction des services judiciaires, le secrétariat général, maintenant le ministère de l'Intérieur. Bon. Alors, j'espère que ce que je vais dire n'est pas une reconstruction a posteriori, en essayant de donner un fil rouge cohérent à des choix qui peuvent paraître non pas désordonnés, mais assez différents. Je pense, en tout cas, et c'est pour ça d'ailleurs que sur mon compte LinkedIn, j'ai dit que je me sentais magistrat de mission. Et j'aime bien le côté, il y a un sujet, il y a un enjeu, je prends une mission,
pendant un temps, plus ou moins long d'ailleurs. Ça peut être assez court dans les cabinets, ça peut être plus long dans les projets, par exemple, numériques. Et voilà, je conduis une action qui peut être une action de réforme, comme l'école des greffes, qui peut être une action au sein d'une juridiction. Et c'est toujours comme ça que j'ai pensé les prises de poste. Et d'ailleurs, souvent, je dois dire, et je me suis souvent dit, que la plupart des fonctions que j'ai exercées, je ne les avais pas calculées. C'est-à-dire que la plupart, je n'imaginais pas quelques semaines ou quelques mois avant, ou même parfois la veille, les exercer. Et toutes celles que j'avais envisagées, finalement, je les ai pas exercées. À l'instant. Et celles qui se sont présentées, j'y avais pas forcément, je m'y étais pas forcément préparé. Donc c'est vrai que je suis disponible, pas maintenant parce qu'il faut un certain temps, mais je me rends disponible quand il y a une mission qui me semble être en lien avec les grands enjeux du moment. Et c'est pour ça que en sortie d'école, moi j'ai choisi d'être substitut des mineurs et j'avais choisi Pontoise parce que c'était un poste de substitut des mineurs. On était en 1999, le sujet était très présent déjà, et commençait à être un sujet très très sensible. C'était le début des contrats locaux de sécurité, de la politique de la ville, et ainsi de suite, si vous voulez. Le pôle financier, au moment des affaires politico-financières, et puis on est arrivé ensuite dans des questions de modernisation de l'institution, de gestion. C'est devenu des sujets très prégnants. Voilà. Donc je pense que si on doit trouver un fil rouge, un facteur de cohérence, il serait là. Est-ce que vous pourriez revenir par exemple sur un des moments où vous savez, ou que vous êtes pressenti pour un cabinet, comment ça se passe? Parce que vous savez, pour les gens qui ne connaissent pas le milieu des cabinets, c'est un peu un milieu opaque, on ne sait pas comment ça marche. Comment on est recruté? Voilà, c'est ça. Oui, alors c'est... Ici, j'ai une anecdote. Les élections présidentielles viennent de se passer en 2017. Un nouveau gouvernement est nommé, c'est donc Édouard Philippe qui est nommé Premier ministre. Et puis nous apprenons que François Bayrou, que tous les Français connaissent, devient garde des Sceaux. Ministre d'État, garde des Sceaux. J'ai assisté à la passation de pouvoir, parce que j'étais déjà à la chancellerie comme sous-directeur, vous l'avez rappelé. Et puis, nous sommes en réunion, et en réunion pour préparer ce qu'on appelle le dossier ministre, c'est-à-dire le dossier qu'on va remettre au ministre. Et on est dans cette période qui dure pas très longtemps, qui est très particulière pour les services, où il y a un ministre, mais il n'y a pas encore de cabinet. Donc, il n'y a pas de directeur de cabinet, il n'y a pas de conseiller, et donc, en réalité, même pour joindre le ministre, c'est compliqué. Vous voyez. Alors, ça dure pas très longtemps, mais évidemment, c'est une situation qui est très particulière. Et mon téléphone sonne, numéro masqué. Est-ce que j'ai eu un pressentiment? En tout cas, j'ai décroché alors que j'étais en réunion. J'entends une voix d'homme et qui me dit « Vous êtes bien Stéphane Ardouin ?» Je le confirme. Je réponds « À qui ai-je l'honneur ?» Et là, j'entends François Bayrou, ministre. Monsieur le ministre. Et il me dit « Combien de temps il vous faut entre... » Et je ne le connais pas. « Combien de temps il vous faut entre là où vous êtes et là où je suis ?» Je lui dis 10 minutes, monsieur le ministre. C'est du François Bayrou. 10 minutes. 10 minutes, je pense, en fait, en vrai, beaucoup moins. Mais je sens qu'il faut que je me prépare. D'accord. Il me répond 5 serait mieux, je dois partir au Conseil des ministres. Et donc je rejoins l'hôtel de Bourgolet, qui est vraiment à 150 mètres de mon bureau. Et même pas d'ailleurs. Et un huissier, il y a des cartons, enfin bon, bref. Le ministre s'installe, je rentre dans le bureau, que j'ai déjà vu pour y être allé à d'autres moments, et il m'accueille très chaleureusement, me disant « On m'a parlé de vous, est-ce que le directeur adjoint de cabinet, ça vous intéresse ?» Et à ce moment-là, je suis un peu évidemment saisi par la situation, de manière... c'est une surprise malgré tout. Je ne sais plus ce que je réponds exactement, en tout cas, j'exprime sans doute, j'imagine,
le souhait d'une petite réflexion, mais je sens bien que le temps, en fait. Ça va aller vite. Ouais. Et finalement, je dis oui, et il me présente immédiatement Édouard Geffray, l'actuel ministre de l'Éducation, me disant je présente Édouard Geffray qui sera mon directeur de cabinet. Et c'est comme ça que je me retrouve en 10 minutes en réalité directeur adjoint, parce que à ce moment-là je dis au ministre, mais monsieur le ministre, je suis actuellement sous-directeur, j'ai des dossiers en cours, combien de temps vous me laissez? Et donc le ministre, ce qui est bien normal d'ailleurs, regarde sa montre, il me dit bah, écoutez, je reviens du Conseil des ministres, je vais déjeuner, donc on se voit à 14h. Voilà. Donc ça laisse un peu de temps. Voilà, on est arraché d'un coup, et c'est des moments très forts. Et puis oui, vous êtes un peu arraché parce que il faut expliquer aussi à vos enfants que pendant quelque temps vous allez un peu disparaître des radars, qu'on va moins vous voir. C'est quand même le cabinet, c'est un mode de vie, hein, c'est jour et nuit. Alors pas complètement la nuit quand même, heureusement, mais le week-end oui. Et c'est vraiment un mode de vie. Et d'ailleurs, moi le souvenir que j'en ai, au-delà évidemment des difficultés qu'on a pu connaître. Bien sûr, c'est une ambiance très solidaire où on est tout le temps en interaction avec les autres conseillers. Tout va vite. Ouais. Et puis on vit ensemble, quoi. Hein, on vit ensemble. En tout cas, moi, c'est une aventure humaine. Et d'ailleurs, au cabinet de Jean Castex également. Justement, j'allais venir parce que là, donc ça n'a pas beaucoup duré finalement l'épisode François Bayrou parce que c'était 2 mois après. Ouais. L'affaire éclatée, mais pour Matignon, j'imagine que là c'est un autre enjeu parce que là c'est quand même le cabinet du Premier ministre et vous avez dû aussi décider assez vite. Ouais. Ah oui, ça les circonstances, j'ose pas vous dire. C'est un samedi, je reçois un coup de fil d'une quelqu'un que je connais bien et qui exerçait les fonctions à l'Élysée et il dit Jean Castex qui vient d'être nommé Premier ministre a nommé un directeur de cabinet, Nicolas Revel, quelqu'un qui est formidable. Et vous savez, les directeurs de cabinet, ils mobilisent, si j'ose dire, leur réseau professionnel pour savoir qui peut, au regard d'un certain nombre de qualités, de compétences ou en tout cas de profils, exercer les fonctions. Et donc on va chercher ce qu'on appelle souvent des couteaux suisses, c'est-à-dire les gens qui ont fait suffisamment de choses pour pouvoir faire de la gestion de l'administration, avoir un petit peu d'expérience aussi de l'interministériel, une connaissance un peu globale des sujets, bien connaître son écosystème, en l'occurrence les magistrats, mais pas que moi. J'avais été directeur d'École nationale des greffes, donc il y a aussi les greffes, l'administration pénitentiaire. Donc on cherche un peu un couteau suisse, bon. Et donc là le coup de fil vient un samedi. Et ce samedi-là, alors là pour le coup, j'avais anticipé l'appel. Je m'étais dit, je suis secrétaire général adjoint, nouveau gouvernement, possiblement on va m'appeler. Bon. Peut-être d'ailleurs que j'aurais été vexé qu'on ne m'appelle pas. Mais enfin, on m'appelle. S'habitue. Et j'avais décidé de dire non. Parce que comme ça faisait pas mal de temps que j'avais quitté la juridiction, je voulais redevenir magistrat de juridiction. Et procureur, j'avais un peu cette ambition de candidater à des fonctions de procureur de la République. Donc, en fait, j'étais parti avec l'idée vraiment de dire si on m'appelle, et c'est ambigu, ce qui montre qu'on a quand même de l'ego. Si on m'appelle pas, je vais peut-être être vexé, mais si on m'appelle, c'est non. Voyez. C'est quand même quelque chose d'un peu... C'est bien de le reconnaître. Ouais, il faut savoir reconnaître. C'est un peu une confession. Et le téléphone sonne, j'ai raccroché, là pour le coup j'ai réservé, j'ai demandé de combien de temps je disposais pour répondre, et on me dit, mon interlocutrice me dit 4 heures à peu près, 5 heures, donc il faut aller vite. J'ai repris mes activités sans trop y penser, j'ai appelé évidemment mes proches, qui m'ont assez convaincu en réalité de dire oui, il dit mais c'est formidable. Matignon, ça se refuse pas. Je sais pas si ça se refuse pas, mais en tout cas c'est formidable, c'est une expérience au cœur du gouvernement, là pour le coup on voit l'interministériel, et puis la grande différence avec une expérience au ministère de la Justice, c'est qu'au ministère de la Justice, d'une certaine manière, je jouais à domicile, j'étais au ministère de la Justice, je connais bien le ministère de la Justice, là c'était la projection dans un monde que je ne connaissais pas, celui de l'interministériel.
Et quand vous êtes à Matignon, j'avais une adjointe magistrat que j'ai recrutée, mais nous étions les deux seuls magistrats dans un ensemble de conseillers qui comporte tous les secteurs de la société. Vous avez des économistes, vous avez des hauts fonctionnaires de tout corps, il y a des militaires, et donc on se retrouve le représentant d'une certaine manière de la justice, sans être pour autant le porte-parole du ministère de la Justice. On est d'abord un conseiller d'un Premier ministre, et on essaie ensuite d'apporter sa touche à l'édifice. Stéphane Ardouin, vous donnez toujours une grande partie de votre vie à la République. Je me demandais si parfois il vous arrive de pratiquer un peu le dilettantisme. Par moment. En vrai, c'est un sujet pour moi presque d'inquiétude, parce que. Dans quel sens? Ben si, parce que quand moi j'aime bien mon travail en fait, et je suis très engagé dans mon travail. Il y a beaucoup de gens passionnés par leur travail, et parfois je me dis, alors évidemment ça peut se faire au détriment de la sphère privée, et voilà, évidemment il y a les enfants, on essaie quand même d'être présent, mais au-delà de ça, je pense que le risque principal, et surtout quand l'âge avance, encore du temps, mais enfin, il ne faut pas qu'ensuite l'après, si j'ose dire, soit le grand vide. Donc il faut aussi, c'est très important pour l'équilibre personnel, trouver des espaces de loisirs, des espaces où on lit, où on va au cinéma, on voyage. Mais c'est pas seulement pour l'hygiène, si j'ose dire, du moment. Ça c'est important, savoir se reposer. C'est aussi parce que il y a trop d'expériences de gens qui, parce que justement ils ont surinvesti leur métier avec passion, se retrouvent, et c'est un peu le cas d'ailleurs de mon père, donc j'ai ce mauvais exemple, il faudra que je le corrige, qu'au moment où on sort de la vie professionnelle, justement, on se retrouve un peu perdu, parce que justement on n'a pas su développer des choses qui permettent, très intéressantes, de rester très actif et d'être tout simplement vivant. Ouais. Vous avez peur de l'après? J'y pense, alors avec aussi des projections qui sont optimistes, au sens, je vois mes enfants, j'imagine aussi ce qu'ils deviennent, ce qu'ils vont devenir, les petits-enfants peut-être un jour, donc ça évidemment c'est une projection heureuse. Oui, mais il y a de l'appréhension, je pense, il y a de l'appréhension. Je regardais parfois, vous savez, l'âge de la retraite, je calcule, et je dis je suis loin, mais j'ai fait plus que ce qu'il reste à faire. Donc, ce qui veut dire que, à un moment, même dans les choix que vous allez faire dans les années à venir, et pour moi, j'ai encore la possibilité de compter avec plusieurs chiffres. On se dit, finalement, ça fait peut-être pas tant de postes que ça. Donc, comme moi j'aime l'émission, si vous voulez, je me dis. Vous serez en mission toute votre vie. Ouais, c'est ça, voilà. Je suis en mission toute ma vie. Non, mais parce que vous le savez très bien, l'âge de la retraite est repoussé de plus en plus. Ah oui, ça. Oui, alors évidemment, je voudrais pas lancer de polémique, mais c'est sûr que. Chez moi, c'est pas un grand traumatisme, voilà. Bon, il y a un autre chef d'État, un homme d'État pour qui la retraite n'était pas forcément un traumatisme parce qu'il a beaucoup fait pour la France, c'est le général de Gaulle. Oh là. Et c'est pas pour vous comparer, c'est parce que je récuse la comparaison. Et parce que vous le savez, il y a cette phrase de lui quand il parle de cette certaine idée de la France qui est selon lui effectivement quelque chose de très grand, de très valable, de très particulier. Et je me suis demandé quelle serait votre certaine idée de la France, Stéphane Ardouin. Alors, oui, c'est une jolie question. Moi, le rapport que j'ai avec mon pays, moi je suis comme beaucoup de Français, et en particulier de ceux qui s'engagent dans la chose publique, évidemment très patriote. Alors, attention, patriotisme, on le sait bien, c'est pas le nationalisme. Comme disait Romain Gary, le patriotisme, c'est la mort des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Exactement. Et la France, vous parliez d'idées, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais une vision
essentiellement romantique de la France, et assez intellectuelle au sens où pour moi c'était d'abord oui une idée que j'aimais. Alors la France des droits de l'homme, bien sûr, l'universalité, un modèle qui permet à la diversité de s'exprimer, mais dans une république une et indivisible. Et quand j'ai commencé mes études, alors d'abord au lycée, où on aborde la question à travers l'histoire, la philosophie, et ensuite à l'université, je me souviens de débats assez enflammés avec certains de mes camarades, et j'avais un peu tendance à réduire mon pays à ça, c'est-à-dire quelque chose d'assez abstrait en fait. Une musique, c'est tout simplement vous allumez la radio et vous tombez aussi sur des variétés, vous voyez. Par exemple. Et des souvenirs, par exemple, d'enfants où on est en voiture avec mes parents, où on descend dans le Cantal, où on a une maison de famille, où pourtant on devait s'ennuyer, et finalement c'est des très très bons souvenirs. Et c'est Dalida à la radio, c'est des sons, des jingles, et pour moi c'est ça. Vous voyez, ça fait partie. Il y a quelque chose qui est très très ancré en fait. Donc je garde bien sûr l'idée. Parce que ça c'est important, la vocation universelle. Je suis très fier quand je suis français, en tant que français, d'aller à l'étranger. Je me souviens lorsqu'il y avait eu cette décision du président Chirac de ne pas engager la France dans le conflit de la guerre du Golfe. J'avais fait un voyage à l'époque au Moyen-Orient, et c'est vrai que j'avais été assez fier justement de la manière dont j'avais été accueilli, dans Vive la France, etc. Donc je garde, si vous voulez, bien sûr, cet attachement, mais voilà, je pense que je la vis de manière plus quotidienne et plus charnelle. Voilà, ça c'est quelque chose, et c'est ça que j'aimerais bien transmettre. C'est ça votre raison d'être? C'est ça votre raison d'être? Oh, raison d'être, non. Ce serait, beaucoup dire, parce que la raison d'être, c'est, en fait, on est attaché à donc il y a des choses qui comptent, il y a l'essentiel, et l'essentiel c'est quoi? C'est sa famille, ses amis, et c'est son pays. C'est l'essentiel. Vous êtes un homme de terrain, Stéphane Ardan, puisque dans vos fonctions de procureur à Créteil, à Compiègne et dans d'autres parquets, vous avez justement côtoyé la réalité de la délinquance, et notamment de la délinquance des mineurs dans ce pays. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur ce phénomène de société aujourd'hui. Sur la délinquance des mineurs, c'est un sujet qui est éminemment complexe et qui est là, c'est un peu trop simplifié dans le débat public. Parce que, d'abord, la délinquance des mineurs, ça a toujours existé. Et quand on prend certains écrits qui remontent à loin, on se rend compte que on parlait déjà de l'hyperviolence des jeunes au début du siècle, en fait. Au début du siècle dernier. Je parle pas du siècle je parle du siècle qui était celui de ma naissance. Donc, on peut se dire, et comme souvent en toute chose, il faut aussi savoir remettre dans la perspective longue. Et d'une certaine manière, une forme parfois de transgression, ça fait partie aussi de l'expérience d'une certaine jeunesse, pas de tout le monde. Donc il faut déjà avoir bien ça en tête avant de penser qu'on est dans une période exceptionnelle. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je pense qu'il faut faire confiance à l'histoire pour aussi nous amener à bien poser nos problèmes. Une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment des éléments, ou en tout cas des choses qui sont peut-être plus spécifiques à notre époque et qu'il faut sans doute regarder avec beaucoup de sérieux. Alors, bien sûr, il y a tout ce que permet aujourd'hui la technologie, les réseaux sociaux, mais je pense que le point de vigilance pour moi, et ça, je le dis en tant que magistrat, mais je pourrais presque le dire en tant que parent, c'est que nous sommes, et d'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui,
on entend un discours un peu différent et qui peut nous faire peur, mais nous sommes dans une génération, et quand je dis une génération, c'est aussi celle qui était de nos parents, qui n'a connu que la paix. Et comme elle n'a connu que la paix, nous avons, je pense, développé des modes de fonctionnement qui sont des modes assez individualistes et parfois un peu consuméristes. Et je pense que l'autorité, en tant que telle, hein, si vous voulez, c'est au sens vertical, aujourd'hui, peut-être, c'est un peu effacé parce que quand on est dans une société qui est finalement assez apaisée, et ça c'est une chose évidemment qui est précieuse, on pense à tort qu'on a moins besoin d'autorité. Vous considérez qu'il y a une crise d'autorité aujourd'hui? Alors, je me méfie du mot crise, oui. Mais je pense que il y a un manque de verticalité. Aussi bien dans l'éducation, aussi bien dans le monde du travail, que celui, on va dire, de la vie citoyenne, et où il y a bien sûr le respect du policier, le respect du gendarme, etc. Donc, les enfants, si vous voulez, et avec une donnée qui est indépassable selon les époques, c'est-à-dire que en fait, l'enfance est l'enfance, elle a besoin de tester, l'autorité, elle a besoin de transgresser. Le fait que d'une certaine manière, il y ait cet affaiblissement de l'autorité verticale fait qu'il peut y avoir à ce moment-là des situations qui sont des situations propices au développement d'une délinquance qui, elle, peut être violente. Alors, après, il ne faut pas généraliser, mais je pense qu'il faut redonner du sens collectif et du sens sur l'action collective. Avant, c'est vrai qu'on parlait de la nation, il y avait aussi des corps intermédiaires. Quand vous aviez dans une commune, je pense à des communes ouvrières, finalement c'était assez organisé. Il y avait aussi les églises qui jouaient ce rôle, et puis les partis politiques ont joué ce rôle aussi. Hein. Donc, et aujourd'hui, il n'y a plus, ou moins en tout cas, ces espaces qui sont des espaces où on met d'abord l'intérêt collectif au cœur de l'action. Et ça, je crois que il faudra, d'une manière ou d'une autre, et c'est notre responsabilité, c'est nous qui éduquons nos enfants, que l'on remette en effet ce sens de l'intérêt collectif, de l'intérêt général. Et je pense que les jeunes sont très en demande de ça, en fait. Ils sont très en demande. Vous savez, d'ailleurs, on le voit bien, ils sont très sensibles à des causes comme la cause environnementale, l'égalité, la cause égalité homme-femme. On dit que justement, il y a un besoin d'engagement, mais c'est l'engagement, vous voyez, qui sont des engagements souvent de proximité. On va dans une association, on participe à une action qui est une action ciblée, et ça se fait un peu au détriment parfois d'un engagement plus global, d'un engagement citoyen plus global. Et aujourd'hui, un jeune qui voudrait adhérer à un parti politique, on pourrait trouver ça curieux. Alors que finalement, rentrer dans un parti politique, c'est une manière de participer finalement à la démocratie, vous voyez. Donc, pour revenir sur la situation de délinquance, c'est parce qu'il y a des voix aussi qui s'élèvent et qui crient à l'impuissance publique face à ces situations-là. Qu'est-ce que vous leur répondez en fait? Moi j'étais substitut... Est-ce qu'il y a un glissement vers l'autoritarisme, même si les ismes aujourd'hui c'est un peu fléau aussi? Non, je crois pas qu'il y ait ce qui est vrai. C'est que c'est un sujet qui est entré depuis des années dans le débat politique
et que, alors que ce sujet devrait être un sujet de consensus, c'est un sujet en fait qui est très clivant, et comme d'ailleurs en général les questions de sécurité, très clivant dans le débat public. Et donc, en fait, on n'échappe pas à des caricatures. Et vous avez, parce qu'on dit souvent ça, il y a les tenants de l'éducation au détriment de la répression, et puis il y a les tenants de la répression au détriment de l'éducation. C'est de la porcelaine, hein, la délinquance des mineurs, donc il ne faut pas y mettre un éléphant. Hein. Et opposer la prévention et la répression, ça me semble assez absurde. Vous avez évoqué le rôle des partis et des institutions, mais quel est le rôle des pères dans tout ça? Des pères et des mères. Des pères, notamment des pères. La question, alors moi je... Peut-être de la famille de manière générale, non, mais des pères aussi. La famille en général, c'est évidemment... la famille, c'est la base. Et d'ailleurs, on voit souvent dans les parcours de jeunes en rupture et de délinquants, souvent on se dit mais où sont les familles en fait, hein. Je crois que, alors quand on parle d'autorité, moi il y a des familles où c'est plutôt le père qui incarne l'autorité, d'autres où c'est la mère. Bon. Donc je ne voudrais pas trop genrer les choses en fait. Mais ce qui est certain, c'est que il faut que dans une famille, ça peut être un grand-père d'ailleurs, un grand frère dans certains cas, mais il faut faire un peu attention à ce concept de grand frère. Mais en tout cas, dans l'ascendance, il faut qu'il y ait un représentant de l'autorité. Vous savez, Freud parlait du surmoi, c'est essentiel. Et en fait, le problème, c'est que lorsqu'il y a une défaillance de l'autorité, alors le père, mais je le dis, ça peut être la mère, d'un coup, on transfère la responsabilité vers d'autres. Alors c'est qui l'autre? L'éducation nationale? Le prof? Et à côté du prof ou derrière le prof, c'est qui? C'est ensuite le gendarme? C'est ensuite le policier? Et puis à la fin, c'est le juge. Et donc, quand j'ai commencé substitut des mineurs, j'avais parfois le sentiment de gérer les échecs des autres. Et d'une certaine manière, que l'on venait à la justice parce que les autres autorités n'avaient pas fonctionné. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai toujours pensé que la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs devait être réservée, bien sûr, aux cas graves, mais que pour les cas qui étaient moins graves, il fallait qu'elle reste quand même au départ subsidiaire. Et c'est pour ça que j'ai toujours été un peu critique lorsque, face, on va dire, à un certain discours ou à une certaine doctrine qui consiste à dire qu'il faut une réponse systématique pénale à tous les faits commis par les mineurs. Parce que, à mon avis, c'est pas une bonne approche. Si vous avez un gamin qui commet une petite infraction et qu'il va tout de suite devant la justice pénale, et surtout s'il est très jeune, il ne va pas se passer grand-chose en réalité. Et donc vous allez démystifier d'une certaine manière la réponse pénale, vous allez presque la discréditer, parce que comme il ne se passera pas grand-chose... C'est d'ailleurs un des pièges du narcotrafic aujourd'hui, mais bon, il se dira, bon, ce n'est que ça, et avec le risque que justement, ensuite, il soit totalement insensible à cette réponse pénale qui doit rester la clé de voûte, si vous voulez, ou en tout cas la réponse ultime. Et je me suis fait souvent l'observation que par le jeu d'ailleurs, et le législateur ne manque pas de créativité en ce domaine des circonstances aggravantes, la plupart des faits qui sont commis dans un collège, par exemple, peuvent recevoir, les faits disciplinaires, une qualification pénale. Si vous avez un gamin qui dégrade une table avec un marqueur, vous savez, c'est dégradation de bien public. Si vous avez un gamin qui bouscule ou met une tapette, je ne parle pas de coup grave, à un autre de ses camarades, ce sont des violences sans ITT, mais qui sont aggravées par le fait que ça se passe à l'école. C'est donc un délit.
etc., etc. Et donc, en fait, on se retrouve avec des faits qui sont très vite qualifiables au pénal. Et donc, si on est sur un principe de réponse systématique, des faits qui, il y a 30 ans, relevaient de la discipline, donc 2 heures de colle, ça se réglait à l'école, bah, aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut imaginer que il faut porter plainte, etc. Et je ne parle pas des phénomènes de harcèlement, ça c'est encore autre chose. Et on voit bien que si on est trop systématique, alors on risque de manquer le premier rendez-vous avec la justice. Parce qu'il faut que l'autorité d'un principal de collège, l'autorité d'un professeur, soit assurée, alors d'abord par sa propre autorité et qu'on le protège dans l'exercice de son autorité, mais il faut aussi qu'il puisse dire attention, la prochaine fois, ce sera pas ça. Et il faut que cette prochaine fois soit crédible. En d'autres termes, que ça reste une menace dissuasive. C'est pour ça que c'est très important de se parler. C'est très important. Quand j'étais procureur, évidemment, je discutais régulièrement avec l'Éducation nationale à travers l'inspection académique pour que justement nous ayons une réponse coordonnée. Mais je ne crois pas que tout repose en effet sur la répression immédiate au sens pénal du terme, parce qu'on risque au contraire de diluer cette réponse pénale. Et est-ce que le fait de sanctionner les parents, par exemple les familles, est-ce que c'est une bonne solution ? Faire payer en fait les frères, les familles, les actes des mineurs. Alors, moi-même, quand j'étais substitut des mineurs, j'avais eu recours aux dispositions du code pénal, 227-17, qui permet de sanctionner pénalement, même si c'est rare, des parents dont on peut établir la carence fautive. Et quand j'étais procureur de Créteil, j'ai connu les violences urbaines et nous avions procédé à des avertissements de parents au moment de déferment, et notamment lorsque des mineurs se trouvaient la nuit dehors, alors qu'à leur âge, ils auraient dû être chez eux. Avertissement ? C'est-à-dire leur dire, si on les retrouve, on prononce une interdiction de ce qu'on appelle le couvre-feu, c'est-à-dire interdiction de se promener, et vous devez veiller à, et si on les retrouve dans la rue, alors on pourra éventuellement engager votre responsabilité. Il n'y a pas de suite donnée, par exemple, parce qu'on parle souvent de suspendre les aides, comme si en fait tous les parents dont les enfants sont délinquants perçoivent des aides. En fait, il y a parfois des raccourcis qui sont faits là-dessus. Oui, la question des aides, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que d'abord, il faut quand même une carence fautive, parce qu'il y a des situations où les parents sont dépassés. On parle des familles monoparentales, j'ai des situations en tête où des mamans, parfois des papas, étaient totalement dépassés et pleuraient d'une certaine manière de la situation. Donc évidemment, il faut toujours appliquer au cas par cas, c'est le principe de la justice. Sur la question des allocations, la difficulté, c'est que vous avez des familles où les enfants, d'ailleurs, ne sont pas tous dans la même situation. Et donc, j'ai connu des fratries où vous aviez une gamine qui, elle, s'en sortait bien, mais qui allait au McDo quand même pour payer ses études. Et puis, il y avait le petit frère qui lui, était en pleine rupture. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On suspend les allocations pour toute la famille. Donc là, c'est une sanction qui devient collective et qui peut avoir des effets tout à fait négatifs. Moi, je pense que là encore, il ne faut pas d'idéologie. C'est un instrument qui mérite d'être mobilisé dans certains cas, à certaines conditions, mais ça ne peut pas tenir lieu de politique. Vous voyez, c'est un instrument parmi d'autres et qu'il faut savoir utiliser. De la même manière que pour les trafics de stupéfiants, je trouve assez normal que lorsque il est avéré qu'un appartement ou une famille est impliquée dans un trafic dans un quartier qui pourrit la cité, que finalement on organise une expulsion locative. Et alors après, là encore, il faut faire du cas par cas parce que il y a des situations évidemment qui peuvent être subies pour le coup par des gens qui n'ont rien fait et qui n'ont pas à souffrir des fautes d'un frère ou d'une sœur. Oui. Vous évoquez l'autorité, en tout cas vous l'incarnez, puisque vous êtes le patron de la police des polices, cette expression qui ne laisse pas du tout indifférent dans les débats publics. Avant d'évoquer le cœur de votre métier, comment vous avez vécu personnellement votre arrivée dans cette maison, j'imagine avec
de nouveaux codes, un nouveau langage, de la justice à la police? Alors, moi je connaissais la police comme procureur de la République ou au ministère de la Justice. Je travaillais au quotidien avec les policiers, donc c'était pas un monde qui m'était étranger. Je pense d'ailleurs que pour diriger l'IGPN, la police des polices, comme vous dites, faut aimer la police en fait, parce que justement, parce que on y est attaché, on accorde une importance toute particulière à ce qu'elle soit exemplaire. Donc c'est un passage qui au départ m'est apparu comme finalement assez naturel. Passer d'un métier de procureur de la République à la direction de l'IGPN. Il y a d'autres services du ministère de l'Intérieur où je me serais sans doute moins projeté. Une fois qu'on a dit ça, c'est très différent une fois qu'on est dedans. Parce qu'on arrive dans un monde qui... moi je suis habitué au ministère de la Justice, et là, il y a quand même un premier effet un peu langue étrangère. Parce que, ça va vous faire rire, mais ne serait-ce que les acronymes, on est perdu. Et moi, les premières réunions, je dis pas que je comprenais rien, mais enfin, je faisais mine, en tout cas, de comprendre. Même ce qu'on appelle la RH, c'est une RH maison, en fait. complexe, exactement. Ouais. Et là, il faut quand même s'adapter à une nouvelle langue. Et sur le terrain. Exactement. Et puis la police, moi je connaissais surtout la police judiciaire. Ou la sécurité publique qui fait de la police judiciaire. Et là, je découvre de multiples métiers, les services de protection des hautes personnalités, le maintien de l'ordre, qui est, alors que ce soit les CRS ou la préfecture de police. Et puis, je découvre aussi la police aux frontières. Alors, j'avais une expérience par l'aéroport d'Orly, comme j'étais procureur de Créteil, mais là, il y a tous les enjeux qui sont liés à la lutte contre l'immigration illégale. Et la police, c'est une diversité de métiers dont on ignore une grande part, même quand on est procureur de la République. Hein. Donc là, évidemment, découverte et forcément modestie, parce qu'il faut apprendre. Alors, comment ai-je été accueilli ? Vous avez eu, comme pour ma prédécesseur, certaines réticences qui avaient été exprimées, ce que je peux comprendre d'ailleurs par des organisations syndicales qui trouvaient que c'était plutôt à un policier de diriger la police des polices, parce que la police, comme tout corps d'inspection en général, est plutôt dirigé par quelqu'un qui est issu des rangs. Et donc il y avait cette question, pourquoi nous, on devrait être dirigé par quelqu'un qui vient de la magistrature. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, que je peux parfaitement comprendre, même si bien sûr je pense que c'est bien que la police des polices soit dirigée par un magistrat pour des raisons qu'on évoquera peut-être. Mais au-delà de ça, j'ai été très bien accueilli. Parce que la police, vous savez, c'est un milieu qui est très légitimiste. Faire ses preuves. Républicain, et après, voilà, faut faire ses preuves, je ne sais pas si je l'ai fait, mais très légitimiste. C'est-à-dire que j'ai été nommé en Conseil des ministres. Je viens évidemment me présenter, donc ça va sans dire, au collectif de direction, aux autres directeurs. Et puis ensuite, je rencontre les organisations professionnelles. Et puis je rencontre mes collaborateurs, ceux qui au quotidien vont travailler avec moi, qui sont pour les 3/4 des policiers. Et j'ai été vraiment très très bien accueilli, je dirais même chaleureusement accueilli. Voilà. Après, oui, il faut sans doute avoir une posture d'écoute, et puis ne pas dire je sais tout sur tout. Donc il faut évidemment s'enrichir au fur et à mesure, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez carrés en fait, hein, clair. Voilà, on se dit les choses directement. Comment s'est passée votre première sortie sur le terrain, par exemple ?
Alors moi, le terrain est reste quand même assez administratif, c'est-à-dire que dans mes fonctions, je participe à de nombreuses réunions de direction et je vais évidemment en région rencontrer mes équipes, et à ce moment-là, je rencontre les autorités locales, le directeur départemental, interdépartemental, directeur zonal. Et de la même manière, là-dessus, il y a une continuité. J'ai toujours été très très bien accueilli. Je peux avoir des échanges également avec des policiers qui ne sont pas dans les équipes de direction. Je pense d'ailleurs que dans les mois à venir, je vais essayer de m'immerger dans des services opérationnels justement pour être au plus près de la compréhension de certaines difficultés. Mais voyez-vous, à chaque fois que j'ai été en contact avec des services d'enquête, la relation a toujours été très compréhensive. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé, et ça a été un moment, je trouve pour moi très très fort. Je suis allé m'exprimer devant la nouvelle promotion de commissaire de police et la nouvelle promotion d'officier. On a à l'École nationale supérieure de police. À Paris. Non, c'est pas à Paris, parce qu'en fait, les commissaires, c'est à Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, c'est l'école historique. Et puis, les officiers, c'est le site de Cannes-Écluse qui se trouve en Seine-et-Marne, pas très loin de Paris. Et donc, je suis allé m'exprimer. Puis ensuite, il y a un moment d'échange avec les élèves officiers et les élèves commissaires, sachant que parmi les élèves commissaires et les élèves officiers, il y a aussi des internes qui étaient policiers déjà avant de devenir et d'intégrer en promotion soit le corps des commissaires, soit celui des officiers. Et oui, ça a été un moment très précieux, et avec beaucoup de respect, mutuel j'espère, d'écoute, mais pas de langue de bois. Pas de langue de bois. Et les policiers sont assez directs. Mais voilà, c'est une bonne chose. C'est carré. C'est carré. Il n'y a pas de choses trappes. Enfin, je trouve. En tout cas, ça fait 8 mois que je suis là et je ne me sens pas en insécurité, pour tout dire. Ce serait dommage au ministère de l'Intérieur. Se sentir en insécurité quand on est le patron de l'IGPN. Ah bah vous savez, c'est un poste un peu exposé quand même. En tout cas, vous êtes le deuxième magistrat à être nommé à ce poste-là, donc vous avez évoqué votre prédécesseur. Est-ce qu'il y a là justement une volonté de consolider l'indépendance de cette institution qui essuie souvent des critiques sur son impartialité, comme ça a été le cas d'ailleurs cette semaine avec les critiques de l'ONG Flagrant Délit? Ce qui montre que même avec un magistrat à la tête, on est quand même critiqué. Alors, en effet, c'est Agnès Thibault-Lecuivre, mon excellente prédécesseur, que je connais bien, qui a été la première magistrate nommée sur décision de Gérald Darmanin. Je lui rends hommage parce que je me dis que si ça s'était mal passé, on n'aurait peut-être pas eu l'idée de tenter une deuxième fois l'expérience. Donc me voilà à mon tour. Alors, très honnêtement, et je le dis, c'est pas une formule, je ne pense pas que l'IGPN ait attendu un magistrat pour être indépendante. Et moi, je trouve des enquêteurs ici, je peux vous assurer que ce sont des gens très compétents, c'est un service d'élite, très courageux, et qui sont très soucieux de leur indépendance, de leur impartialité. Et d'ailleurs, on le dit souvent, c'est aussi pour ça que c'est pas toujours simple pour eux de se projeter après l'IGPN, parce que voilà, quand on enquête sur les policiers, c'est sûr que c'est pas simple ensuite dans la relation sociale qu'on peut avoir au sein de la police, même si évidemment les choses se passent en général de manière très correcte. Mais évidemment, on n'est pas dans une fonction comme les autres. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé d'ailleurs des policiers que j'avais connus dans d'autres fonctions. Vous avez évoqué le pôle financier. Je m'étais occupé au pôle financier, c'était avant le PNF, d'affaires qui étaient quand même assez sensibles. Et j'ai retrouvé certains de ces enquêteurs, et je peux vous assurer que, au vu d'ailleurs de leur expérience et des affaires
qu'ils ont eu à traiter, qui pour certaines sont parmi les plus grandes affaires politico-financières de notre pays, oui, ils n'ont pas peur de grand-chose. Donc, pour être clair, l'IGPN n'a pas attendu un magistrat pour être indépendante. Mais on sait que l'indépendance et l'impartialité, vous savez, au sens de la CEDH, c'est aussi bien le subjectif que l'objectif. Puis le fait d'être magistrat, c'est vrai que ça favorise la relation avec les parquets. Lorsque vous avez une affaire sensible, nous sommes amenés évidemment à travailler directement avec, nous sommes sous l'autorité des procureurs de la République, comme nous sommes un service d'enquête, et ça crée aussi un espace de confiance. Moi, je connais bien les procureurs, également leur manière de voir, et on peut avoir des discussions qui, je crois, apportent quelque chose à l'IGPN. Cette semaine, en tout cas, l'IGPN, les projecteurs ont été rivés sur l'IGPN, notamment avec la sortie d'un film, Dossier 137, Dominique Moll. Vous l'avez vu, le film? Oui, j'ai vu le film, oui. Est-ce que vous avez l'impression que cette fiction, parce qu'il s'agit d'une fiction qui a été très bien documentée, retrace à peu près la vie de vos agents aujourd'hui? Ça raconte ce qui se passe? Ah oui, sur la vie du service, je trouve que c'est très très bien vu, parce que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est d'abord la complexité, la richesse du personnage principal joué par Léa Drucker. C'est une enquêtrice qui est arrivée probablement à l'IGPN un peu par hasard. Elle n'était pas rentrée dans la police pour enquêter sur des policiers, mais elle le fait avec beaucoup de détermination, de courage, et en se posant des questions qui parfois la mettent sur le fil, c'est-à-dire oui, ce qu'on appelle un peu les conflits de valeurs, si vous voulez. Parce qu'à la fois, vous êtes là pour faire appliquer la loi et pour rechercher les auteurs d'infractions, même si c'est des policiers, caractériser des manquements, mais de l'autre, vous connaissez aussi les risques du métier. Et puis les conditions d'intervention qui sont difficiles, et en l'occurrence, on est dans l'épisode des Gilets jaunes qui a été d'une violence inouïe et inédite. Donc ça, je trouve que c'est très très bien restitué. Donc elle enquête, en fait, pour les gens qui regardent, elle enquête sur le cas de violences policières dans l'épisode des Gilets jaunes, et en fait elle mène une enquête qui est vraiment très longue, on pourra raconter à la fin, et qui est très complexe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, voilà. Alors, moi j'emploie pas le terme violence policière, vous savez, on pourra y revenir, mais en tout cas... Vous préférez quoi, la violence policière? En fait, ce qui est problématique... On parle de bavure policière, ce qui est problématique, c'est d'accoler violence et policière, en fait, parce que la police, elle a le monopole de la force, comme la gendarmerie, comme l'armée, il y a les services régaliens. Et la force, d'ailleurs, il y avait un philosophe qui disait... l'État a le monopole de la violence légitime. Donc la violence, au sens de la force, en soi, c'est pas ça qui est illégitime. Et donc, après, cette force, elle doit être nécessaire, doit être proportionnée. Bon. Puis il peut y avoir des cas, heureusement marginaux, de violence gratuite. Voilà. Donc, si on dit violence policière, ça veut dire que on considère qu'on a une institution qui est intrinsèquement violente. Et on oublie en réalité que la force légitime, c'est ce qui fonde dans un état de droit, justement, une police. Donc c'est là que le terme est biaisé. Et donc après, ça n'empêche que lorsqu'il y a des dérives, ça peut être des délits et des crimes. Mais moi, je suis magistrat de formation, d'origine. Je connais des crimes, des délits et des contraventions. Voilà. Il faut qualifier après. Pour revenir sur le film. Alors, on revient sur le film. Bon, sur le film... Est-ce qu'il a bien restitué la réalité de votre vie, de la vie de vos La vie de service est très bien restituée, parce que on se croirait d'ailleurs dans les locaux de la délégation de Paris. D'ailleurs, il y a même des détails qui sont tout à fait justes, et d'ailleurs, il n'y a pas d'inexactitude technique. Ce qui est très rare, très bien documenté, et ce qui est très rare. Alors, il y a eu une immersion à l'IGPN, je crois. C'était avant mon arrivée. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le collectif, c'est-à-dire comment on se rend compte qu'il n'y a pas d'évidence. Vous voyez, parfois il y a une vidéo qui tourne, vous vous dites c'est évident. Non, deuxième visionnage, troisième visionnage, quatrième visionnage, on voit pas la même chose. Et il faut le regard expert, le regard technique. C'est pour ça que c'est long d'ailleurs. Et ensuite, il faut faire des rapprochements, comparer des vidéos. Il ne faut pas se contenter d'un point de vue. Parfois, hélas, on n'a qu'une seule vidéo.
Et ça, je trouve que c'est très très bien rendu, parce que je le vis fréquemment, où quand il y a une affaire grave, on me présente la vidéo. Alors je laisse les enquêteurs travailler, mais j'aime bien regarder pour me faire un peu ma propre idée. Et souvent, je dois dire que ma première impression a été remise en cause par les investigations réalisées par les enquêteurs. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Hein. Il m'est arrivé de dire, ah bah là, c'est net, on a légitime défense. On dit non, parce que, regardez, la distance, on ne sait pas l'apprécier, et en fait, on se rend compte que il y avait d'autres moyens d'agir. Et inversement, des cas où vous vous dites, mais là, le policier a mal réagi, et en fait, on se rend compte, en exploitant un autre point de vue, par exemple une vidéo de ville qu'on a pu découvrir et qu'on a pu récupérer, que en réalité on avait bien une situation qui était une situation de danger pour les policiers, qui a fait usage de son arme. Moi, ça c'est quelque chose que je ne mesurais pas quand j'étais procureur de la République, parce que souvent, j'allais dire, j'avais un peu l'expertise qui arrivait et la présentation. Là, ce qui est intéressant quand on est à l'IGPN, c'est que je suis les travaux d'expertise, d'une certaine manière, au fur et à mesure que se déroule l'enquête. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, vous évoquez la complexité, la longueur en fait de cette enquête, mais c'est pas parce que une enquête aboutit à l'IGPN, en tout cas va jusqu'au bout, qu'il va y avoir des suites par la suite, justement. Poursuites, pardon, par la suite. Alors, ça ne dépend pas de vous, parce qu'il faut aussi expliquer aux gens oui, bien sûr. Qui saisit l'IGPN, absolument. Et quelles sont les limites, en tout cas. Non, mais absolument. Alors, d'abord, une enquête peut être longue, parfois elle est plus rapide. Là, il se trouve que dans l'affaire qui est racontée, qui est une fiction, mais qui s'inspire d'affaires qui ont existé et qui sont dans les médias, ce qui est difficile, c'est que il y a un sujet, on va dire, d'identification au sein d'un groupe. Bon. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement complexe. De manière générale. Et d'une manière générale, lorsque nous on enquête pour le compte d'une autorité. Alors quand on est dans le cadre judiciaire, on enquête pour le compte de l'autorité judiciaire et c'est elle qui décide ensuite des suites. Ça veut dire que l'action des tribunaux dépend en fait de votre enquête. Nous sommes un service d'enquête. Tout procès pénal se fonde sur une enquête. Et donc, en l'occurrence, c'est le service de l'IGPN qui remet l'enquête au procureur ou au juge d'instruction, selon les cas, mais je rentre pas évidemment dans cette subtilité. Et puis ensuite, c'est l'autorité judiciaire qui décide des suites. Donc, nous, dans ces cas-là, et ça nous arrive d'aller témoigner d'ailleurs aux assises, ou d'aller témoigner devant le tribunal correctionnel, comme on voit des officiers de police judiciaire qui vont dans les affaires courantes qui ne concernent pas les policiers parfois témoigner. Donc nous sommes jamais en décision finale, c'est l'autorité judiciaire. Mais nous sommes aussi un service d'enquête administrative. Et l'enquête administrative a pour objet de caractériser non pas des infractions mais des manquements. Alors parfois c'est très lié, mais dans certaines situations, cela peut, et cela doit d'ailleurs être dissocié, car il peut y avoir des infractions sans manquement et des manquements, enfin, c'est assez rare dans ce sens-là, c'est pas tout, mais je dirais, il peut y avoir des manquements sans infraction plus exactement, ou il peut y avoir des infractions où on estime qu'il n'y a pas nécessairement de nécessité de suite disciplinaire, ce qui est plus rare, mais dans ces cas-là, c'est pas nous qui décidons. On remet un rapport au directeur général de la police nationale ou au préfet de police selon les cas, et c'est ensuite l'autorité administrative, qui est ce qu'on appelle l'autorité d'emploi, l'autorité de nomination, qui donne les suites et qui décide ou non de réunir un conseil de discipline, ou de sanctionner directement lorsqu'il s'agit d'une sanction plus légère. Et est-ce que des particuliers peuvent aussi saisir l'IGPN ? Nous pouvons bien sûr être saisis de deux manières. Soit par un dépôt de plainte. Nous avons à Paris un service de plainte, donc vous pouvez aller à l'IGPN déposer une plainte. Et puis nous avons une plateforme de signalement, qui n'est pas une plateforme de plainte, mais qui permet à quelqu'un, et pas forcément d'ailleurs quelqu'un qui se dit victime, ça peut être aussi un témoin, de signaler un fait. Alors, nous ne voulons pas de signalement anonyme, donc il faut se signaler et il y a un entretien qui est téléphonique de manière à analyser, et en fonction de l'analyse que nous faisons du signalement, soit nous ouvrons nous-mêmes une enquête, dans les cas qui nous semblent le justifier, soit on estime qu'il n'y a pas
ça ne relève pas, on va dire, d'un problème de déontologie. Vous savez, parfois on nous conteste des verbalisations, on nous conteste des choses qui ne relèvent pas à proprement parler de la déontologie policière. Et puis quand on estime qu'on est un peu dans l'entre-deux, nous pouvons renvoyer vers le directeur, le supérieur hiérarchique, si vous voulez, du service qui est mis en cause, et à charge pour lui de faire une enquête administrative à son niveau. Stéphane Ardant, depuis que vous êtes là, en tout cas depuis 8 mois, vous avez évoqué dans vos propos liminaires, en conférence de presse, lors de la sortie du rapport annuel sur l'IGPN, que vous allez lancer des enquêtes d'initiative pour démasquer les agents corrompus, ce qu'on appelle les ripos. Ça veut dire qu'avant, ça se faisait pas? L'IGPN est un service d'enquête qui, comme tous les services d'enquête, agit soit parce qu'il est requis par la justice, si vous voulez, un procureur de la République qui décide de saisir d'une situation qui est portée à sa connaissance l'IGPN. Mais comme tout service d'enquête, nous pouvons, lorsque nous découvrons nous-mêmes des faits, décider de nous saisir, et puis ensuite on rend compte au procureur de la République. Prendre l'initiative, en tout cas. Prendre l'initiative. Ça, c'est dans les textes, on peut le faire. Ça se pratiquait assez peu pour une raison qui tient au fait que comme nous sommes un service, on va dire, spécialisé, généralement, nous étions saisis dans les affaires d'atteinte à la probité par un procureur de la République lorsque, à l'occasion d'une enquête qui était suivie par un autre service, apparaissait un élément qui pouvait compromettre un policier. Dans ces cas-là, le procureur de la République, et c'est le cas dans la plupart des affaires qui sont les nôtres, décide de nous saisir. Et ben là, on parle de corruption, on a découvert dans une perquisition des éléments qui nous laissent penser que c'est un policier mis en cause. Le problème est que depuis quelques mois, quelques années peut-être, de nouveaux modes opératoires se sont développés avec le développement technologique. Et nous voyons des phénomènes corruptifs qui se nourrissent de données qui sont dans des bases de données, donc les fichiers, et qui peuvent être commercialisés, parce qu'il y a une valeur importante, et pour les groupes criminels, le pouvoir accéder à certaines informations, évidemment, ça est important pour eux, donc évidemment, nous on doit lutter contre ça, et on utilise les moyens d'aujourd'hui, qui sont les messageries cryptées, qui sont le dark web, et nous devons donc, nous, on ne peut plus se contenter, si vous voulez, d'attendre que l'on découvre des éléments qui laissent présumer d'une compromission à l'occasion d'une enquête, qui peut être une enquête pour trafic de stupéfiants, même si cette dimension est importante et qu'elle demeure. Donc nous, notre idée, c'est de prendre l'initiative en faisant des surveillances, si vous voulez, donc travailler avec l'Office central anti-cybercriminalité pour que lorsqu'il repère sur le net des éléments qui laissent penser qu'il y a du commerce illicite de fichiers, eh bien qu'on puisse pénétrer le réseau et donc utiliser des techniques qu'on appelle les techniques spéciales d'enquête, par exemple faire une enquête sous pseudonyme et pouvoir nous-mêmes, entre guillemets, nous infiltrer. Vous l'avez dit aussi lors de votre conférence de presse que la police est n'est pas une cible facile, mais c'est une cible très convoitée. C'est-à-dire que c'est les convoités, c'est qu'il y a aussi des points de vulnérabilité dans cette institution. Alors, vous savez, l'histoire de la police, c'est toujours une course de vitesse par rapport à l'ingéniosité du crime qui profite du progrès technologique. Donc, quand il y a progrès technologique, il y a toujours de nouveaux risques. Et ces nouveaux risques, qui sont des opportunités, ces nouveaux risques, les progrès technologiques qui sont des opportunités pour la police, ça peut être aussi des points de vulnérabilité. Vous connaissez l'histoire des Brigades du Tigre, popularisée par une série que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Les Brigades du Tigre, c'est l'histoire de la voiture. Un jour, les criminels se sont mis à utiliser la voiture pour faire des braquages. Et les policiers étaient à pied et à cheval. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? C'est Clémenceau. C'est doter les policiers de voitures. Mais sur le moment, certaines personnes ont dû dire que la voiture était
un facteur d'augmentation du crime. Est-ce qu'il fallait interdire la voiture? Non. Donc, la question numérique, se pose exactement dans les mêmes termes. C'est-à-dire que le numérique est une formidable opportunité, c'est une opportunité pour les policiers de simplification d'ailleurs, parce que ça permet la nomadisation, de pouvoir faire du télétravail, de pouvoir en mobilité sur le terrain accéder à des fichiers. C'est un point de vulnérabilité parce que en même temps, ça facilite l'accès aux fichiers. Donc nous, notre responsabilité, c'est pas de revenir en arrière et de dire, dans ces cas-là, il faut supprimer le progrès technologique. Ça n'aurait aucun sens. C'est de s'adapter. Et donc d'observer les modes opératoires qui sont ceux des criminels et pour lesquels nous devons nous aussi investir. Donc la filière numérique aujourd'hui est essentielle. Le gros de notre preuve aujourd'hui, d'ailleurs, dans nos dossiers, c'est la preuve numérique. Hein, c'est de la traçabilité, c'est l'exploitation dans les téléphones, ce sont des interceptions. J'ai parlé des enquêtes sous pseudonyme. C'est ça l'essentiel de notre preuve. Et là, vous évoquez la question technologique, mais on n'évoquait pas du tout la question de la probité des agents. C'est-à-dire que c'est pas un point aussi de vulnérabilité aussi? Non, mais alors je vais évoquer ce sujet. La police, c'est 150 000 policiers. 150 000 policiers, c'est déjà une grande ville. Donc, la police, elle est à l'image de la population aussi. Hein. Donc, heureusement, il y a des comportements qui sont des comportements très minoritaires, mais sur les 150 000, évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques-uns, et il y en a, qui n'ont pas, on va dire, les qualités déontologiques, morales requises, sauf qu'on ne le sait pas forcément au départ. Vous le considérez dans ces mots-là, bon. C'est-à-dire que c'est des anomalies dans le système? À partir du moment où on est dans une organisation humaine, sauf à mettre des robots à la place des hommes, ou sauf à avoir je ne sais quel système qui sonderait les cœurs et qui serait dans une ingérence totale dans la vie des gens au moment de la sélection, je ne vois pas comment on peut échapper à cette donnée humaine qui fait que, comme dans toute organisation, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas leur place dans la police. Donc ça, ce sont évidemment des choses qui arrivent. Ensuite, nous sommes, si on prend la question des atteintes à la probité, et là je vais parler des gens honnêtes, l'immense majorité, c'est que nous avons une surface d'exposition qui est plus importante qu'ailleurs. Parce que la police, elle interagit avec tous les domaines de la société. Vous avez des métiers où vous êtes assez peu exposé, en fait, aux risques corruptifs. Et puis, vous avez des métiers où vous l'êtes plus. Et dans la police, on l'est forcément plus. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la nature même de notre mission. On lutte contre le trafic de stupéfiants. Ben, si on lutte contre le trafic de stupéfiants, on peut être en relation, et on doit parfois être en relation avec des gens qui ne sont pas très fréquentables. On parle du traitement des sources. Vous avez aussi la question, quand vous infiltrez un groupe criminel, par définition, vous êtes en relation. Donc là, évidemment, c'est de la PJ très spécialisée, mais ça vous met forcément en risque, parce que vous allez aussi être en contact avec des sommes qui sont étourdissantes au regard de ce que chacun d'entre nous peut percevoir par mois, et même quand on a des bons revenus. Mais il n'y a pas que la PJ spécialisée qui, heureusement, n'est pas gangrénée sur un plan général, systémique, et même s'il y a quelques affaires après qui, elles, sont retentissantes, il n'empêche que ça reste très marginal. Mais n'importe quel policier a accès aux fichiers. Donc pour un réseau criminel, il en suffit d'un, vous voyez, pour pénétrer le système. Et donc c'est pour cette raison que on doit mener une action très offensive sur la prévention, la détection. Et c'est pour cette raison aussi, et c'est le deuxième aspect du projet que j'ai l'honneur de conduire, que nous souhaitons mettre en place des systèmes justement de détection, de renforcement du contrôle interne, pour que des personnes qui au départ ne sont pas malhonnêtes, mais qui peuvent
par des accidents de la vie, se retrouver dans des situations difficiles, problème de surendettement, une séparation qui se passe mal, et d'un coup on se retrouve sans toit. Et puis ensuite, on peut avoir des difficultés de santé, des problèmes d'addiction, enfin toutes sortes de facteurs qui vont amener quelqu'un à perdre un peu pied, et donc à perdre des repères. Et ce qu'on voit dans certains dossiers de corruption, c'est des policiers qui disent « Ah ben je l'ai fait une fois », en me disant je vais me remettre à flot, et après c'est bon, je ne recommencerai plus. Et on sait qu'à partir du moment où on l'a fait, en réalité, on se retrouve dans un processus qui conduit inéluctablement l'engrenage, en fait, à franchir toutes les lignes rouges. Donc vous voyez, il faut bien distinguer la situation de ceux qui sont malhonnêtes, si j'ose dire, par nature, mais qui sont très très minoritaires, évidemment, il faut savoir les repérer, et puis de ceux qui, sans avoir au départ d'intentions malhonnêtes, et qui sont entrés dans la police avec beaucoup de conviction et d'engagement, parce qu'il y a des accidents de vie, se retrouvent vulnérables. Donc ça, c'est notre responsabilité aussi que d'agir. Et ça suppose de mieux former nos cadres à la détection de ce qu'on appelle les signaux faibles. On attribue à Fouché, le ministre de Napoléon, cette formule, la force de la police, c'est qu'on ignore ses faiblesses. Et en tout cas, on n'ignore pas du tout sa force. Et justement, c'est cet usage de cette force publique qui pose parfois problème. Alors, vous récusez le mot violence policière, vous parlez d'exaction. Et nous enregistrons cette émission le 21 novembre 2025. Et il se trouve que c'est aussi l'anniversaire d'une malheureuse affaire qui s'est passée il y a 5 ans, jour pour jour. L'affaire Michel Zecler a éclaté. Je sais que vous ne pouvez pas commenter une affaire en cours, mais cette affaire, mais bien d'autres, me font penser à ce que deviennent en fait les relations, m'interroge sur la question relation des populations avec la police. Et ces affaires laissent des séquelles dans l'opinion publique. Quelle est votre stratégie à vous pour réhabiliter l'image de la police et justement ancrer cette idée que c'est d'abord une force qui protège? Alors, évidemment, je ne parle pas des affaires en cours, vous l'avez rappelé, mais sur la question justice-population, permettez-moi juste de vous reprendre, vous parlez de réhabilitation. En fait, quand on prend les sondages, les Français sont plutôt attachés à leur police, ils ont plutôt une bonne image de leur police. Donc il y en a plusieurs, je pourrais vous donner des chiffres, mais vous voyez, je suis magistrat, la justice n'a pas la même cote. On peut le déplorer, mais n'a pas la même cote, et pour des raisons aussi qui s'expliquent. Après, je pense qu'il ne faut pas évidemment nier que dans certaines catégories de la population, peut-être d'ailleurs parmi les plus jeunes, il peut y avoir en tout cas un sentiment parfois qui fait que bon, on a l'impression qu'il peut y avoir des injustices, alors même que on a, me semble-t-il, une action qui est pourtant une action sans réserve, hein, dans la recherche de comportements qui seraient des comportements déviants. Donc, vous me posiez la question, comment faire? Moi, là-dessus, je suis assez modeste, j'espère l'être aussi sur d'autres choses, mais en tout cas, particulièrement, parce que je sais dès le départ, parce qu'en France, c'est un sujet de grande... C'est un bon signe. Ouais, mais, oui, c'est peut-être un bon signe, mais en France, c'est un sujet qui est très polémique et au sens même inflammable. Vous avez d'autres pays où la question de la sécurité et la question du rapport avec la police est beaucoup plus apaisée, mais aussi parce que la question de la sécurité fait l'objet d'un très large consensus. Nous sommes dans un pays qui a beaucoup... les Français ont beaucoup de qualités, mais il faut quand même reconnaître que dans toutes les questions qui sont de sécurité, le rapport à l'autorité, c'est peut-être aussi ce qui fait notre liberté, hein. Il y a beaucoup de débats et de débats qui sont relayés sur un plan polémique et sur un plan politique. Donc, si je dis ça, c'est parce que je sais que nous ne serons jamais consensuels.
Il faut admettre ça. Nous ne serons jamais consensuels. Et finalement, l'IGPN est parfois critiqué par les policiers, qui nous trouvent trop sévères. Certaines expressions... Bœuf carotte. Ouais, bœuf carotte en témoignent. Et de l'autre, souvent, des collectifs militants, une certaine presse engagée, que je respecte par ailleurs. De toute manière, le postulat de départ, c'est qu'il y a des violences policières et on les camoufle. Bon. Donc nous ne serons jamais consensuels, et notre seule responsabilité, c'est d'être professionnel et d'essayer d'expliquer ce que l'on fait, mais sans jamais renoncer à expliquer la complexité des choses. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas être dans des slogans. Et quand vous avez un slogan comme la police tue, moi ma seule réponse, c'est, et merci de me donner du temps pour en parler, c'est justement d'expliquer les choses dans leur complexité, expliquer les choses de manière juridique, expliquer les choses de manière technique. Et dans le monde de communication qui est le nôtre, c'est de plus en plus difficile de parler de choses complexes longuement et de choses qui sont techniques et qui apparaissent au bout de 2 minutes d'antenne comme rébarbatives. Donc, je vais dans les médias parfois pour répondre aux questions, mais je pense que, et c'est cette optique que je vais essayer de développer, que nous n'utilisons pas assez le canal de la presse régionale. Parce que la presse régionale, elle est très lue. Très ancrée. Très ancrée. Moi, je suis rennais d'origine. Ouest France, c'est plus qu'une institution, mais c'est 1 million de lecteurs. Et j'aimerais pouvoir, dans les mois à venir, offrir aussi une restitution de l'activité de l'IGPN et de la filière déontologique en général, avec un point de vue aussi régional, également régional. Et pouvoir, par rapport aussi à des événements qui ont marqué des villes, donner une information plus contextualisée. Et je pense que on peut trouver des espaces d'explication. Pourquoi pas d'ailleurs se déplacer et aller rencontrer des habitants. En tout cas, je réfléchis à cette démarche. Mais je suis également tout à fait prêt à aller débattre dans une université, à aller rencontrer des étudiants, répondre à leurs questions, à la condition qu'on laisse le temps d'expliquer la complexité des choses. C'est voilà. tout l'enjeu de cette émission d'ailleurs, d'avoir plus de nuances et plus de temps de parole. Ben, c'est pour ça que on reçoit avec plaisir. Stéphane Ardouin, comme vous le savez, cette émission aussi est un hommage à l'esprit des lettres. Et j'évoquais votre rapport à la lecture en introduction. Et puisque notre propos aujourd'hui est autour de la loi, votre arme à vous, je m'étais dit qu'est-ce qu'un texte de Kafka peut vous inspirer. Je pense notamment à la nouvelle Devant la loi. Je rappelle rapidement l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve face à un château, donc c'est la parabole de la loi. La porte de la loi est protégée par une sentinelle et il lui refuse d'entrer pendant des années sans trop raconter la fin, jusqu'à un moment où le gardien, donc cette sentinelle, arrive et lui dit « c'est trop tard, vous ne pouvez plus entrer, et pourtant vous étiez la seule personne à pouvoir y entrer ». Bien sûr, ce texte offre plusieurs lectures, etc. Mais je m'étais dit en le relisant cette semaine que, quel que soit le chemin parcouru, les portes franchies, il se peut qu'il y a dans la vie de chaque homme une porte qui lui semble comme une évidence et qui pourtant n'ose pas franchir. Est-ce que cette porte existe dans la vie de Stéphane Ardouin? Une porte que je n'oserais pas franchir, bien sûr. Enfin, elle existe, mais je ne suis pas sûr de vouloir la franchir. Qu'est-ce qui peut vous détourner de cette porte? Il peut y avoir... vous savez, quand on exerce des responsabilités, on peut donner l'impression d'une certaine assurance. Et ça fait partie du job aussi que de montrer... Autorité. Ouais, un chef c'est fait pour cheffer, bon. Mais ça n'empêche pas de douter. Ça n'empêche pas d'avoir peur. Et donc, il m'est arrivé de renoncer à des défis en me disant « je le sens pas ».
Et après de le regretter, de dire j'aurais peut-être dû avoir le courage d'y aller. Et la vie c'est comme ça. Donc oui, il y a des portes qui ne sont pas ouvertes, mais moi l'expérience qui est la mienne, c'est que c'est toujours une opportunité de ne pas aller dans un endroit, parce qu'en général, il y a toujours un autre chemin à côté. Et souvent je me dis ça, je me dis il y a des choses que j'ai faites uniquement parce que c'est peut-être parti d'un échec sur autre chose, d'une certaine manière, en tout cas quelque chose qui n'a pas pu se réaliser, et j'en ai tiré un avantage d'une certaine manière, en tout cas une force. Et oui, je suis assez convaincu de ça. Et dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui peut vous faire douter? La vie personnelle, évidemment, reste dans mon fort intérieur, si vous me permettez. Le doute, vous savez, je crois que c'est une qualité en fait. Faut pas avoir peur du doute. Alors qu'est-ce qui peut faire douter? Moi je dirais que le problème surtout, et surtout quand on fait des métiers comme magistrat, policier, c'est qu'on a nos vies en fait. Et à un moment, ça peut déborder. Alors dans les deux sens, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation professionnelle et d'un coup, vous vous identifiez. Et en même temps, il faut rester maître de ses émotions parce que le professionnalisme, on parlait d'objectivité, d'impartialité, c'est justement de mettre à distance certaines émotions. Donc ça peut être dans ce sens-là. Et puis de l'autre, vous pouvez avoir une invasion de la vie professionnelle dans votre vie privée et qui, à un moment, peut poser problème. Donc le doute doit permettre normalement, de réguler ça, Mais oui, c'est pas facile. Hein. On est toujours dans des situations où il faut être attentif. Ne jamais penser que des choses sont acquises. Je pense que on commence à commettre des erreurs quand. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'expérience d'une certaine manière. Quand on est trop sûr de soi et quand on fait trop confiance à l'habitude. Dans votre panthéon personnel, vous mettrez quel homme, quelle femme? Quel homme, quelle femme dans mon panthéon personnel? Alors, à part bien sûr ce qui relève de ma propre famille, bien sûr. Quand je regarde l'histoire ou la littérature. La question n'est pas facile, hein, donc il faut juste me laisser le temps de délibérer. Nous avons le temps mais dans cette émission. Je crois quand même qu'il est déjà au Panthéon d'ailleurs. Badinter? Non, Victor Hugo. Ah, Victor Hugo. D'accord. Badinter, j'ai eu le privilège de le rencontrer, de le recevoir quand j'étais directeur de l'École nationale des greffes, évidemment, un grand homme. Mais je crois d'ailleurs qu'il est dans le cercueil symbolique qui est au Panthéon, il y a un ouvrage de Victor Hugo, hein, je crois. Pourquoi Victor Hugo? Parce que pour moi, on parlait de la France tout à l'heure, comme dit la chanson, c'est ça la France. Voilà, Victor Hugo. Ma question fétiche à Stéphane Ardouin. Si vous deviez vous exiler sur une île, avec un seul livre pour bagage, vous choisiriez quoi? Ah, vous êtes cruel, hein, un seul livre. Alors, comme c'est un exil qui va être long, il faut d'abord un livre volumineux. Vous en savez rien? Un exil, oui, ça peut être 100 jours, ça peut être pour toute une vie. Mais donc il faut anticiper. Donc il faut déjà que ce soit un peu volumineux. Ensuite, je pense qu'il faut prendre un livre que l'on a déjà lu plusieurs fois. Pourquoi? Parce que comme l'exil va être long, il faut se dire je vais le lire souvent. Donc il ne faut pas que je en être lassé. Donc c'est déjà les premiers prérequis. Précaution. Il faut une belle histoire. Et pour moi, il faut une belle histoire dans l'histoire.
C'est-à-dire il faut qu'il y ait une dimension historique. Mais il faut surtout des personnages qui traduisent l'humanité complexe, et qui, même si il y aura le bien et le mal à la fin, que ces personnages portent justement en eux une part d'ombre, une part de lumière, et que on puisse à un moment, et parfois à des moments différents de la journée d'ailleurs, quand on lit le livre, finalement c'est un peu s'identifier, soit en se disant oh, ça c'est héroïque, j'aimerais bien lui ressembler, ou ah là il est pas mal, et j'ai peut-être été un peu comme ça parfois. En tout cas, je me reconnais dans une part de son courage, et à l'inverse, de dire là il est médiocre, là il est moche. Peut-être que moi aussi j'ai parfois été un peu comme ça. Donc un titre, bah, pour moi, j'ai parlé de Victor Hugo, je prends Les Misérables. Mais je peux prendre aussi Monte Cristo. Voilà, hein, de l'humain. Merci pour cet entretien. Mais je vous en prie, c'était un plaisir.